Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à une visite touristique. Une visite du district de Pinghu, dans la municipalité de Pékin, en Chine. Une visite en sommet montagneux. Une visite sur la plus grande plateforme d'observation. Perchée à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, la plateforme a un porte-à-faux d'environ 33 mètres. La plateforme de verre est portée par une structure en alliage de titane. En principe, la plateforme peut accueillir jusqu'à 1900 personnes, soit plus de 2 fois la population de l'État du Vatican. Cet ouvrage est un exemple parmi la multitude de structures à travers le monde. Pour lui ou pour d'autres, une question leur est commune. Comment font-ils pour tenir, pour résister aux charges et aux intempéries? Quels sont les principes que suivent les ingénieurs pendant la conception? Dans cette vidéo, nous verrons que tous les ingénieurs ne travaillent pas tous de la même façon, ou du moins qu'ils ne travaillent pas de la même façon pour différents ouvrages. Nous verrons comment différents courants de pensée ont et continuent d'irriguer la discipline à travers les âges. Cette chaîne Sigma.io publie très régulièrement des vidéos sur les techniques de construction. Je t'invite à t'y abonner gratuitement et activer la notification pour ne rien rater des futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dans le lien dans la description. Au commencement, étaient les méthodes de construction basées sur l'intuition du bâtisseur. En ce temps-là, les bâtisseurs formaient la structure des ouvrages en s'appuyant sur les connaissances acquises par l'expérience. Les dimensions des parties de structure, le choix des matériaux n'était pas le résultat d'un calcul, mais le fruit d'un sentiment empirique de leur solidité. Puis, peu à peu, l'essor des sciences et la maîtrise technique se sont entrefécondés. Après les contributions de Léonard de Vinci, vint en 1638 le livre de Galilée intitulé « Discours et démonstrations mathématiques relatifs à deux nouvelles sciences », ou plus brièvement, deux nouvelles sciences. Galilée y discute la science de résistance des matériaux et introduit même le calcul de battage des pieux. En 1660, la loi de Hooke établit une relation de proportionnalité entre l'extension élastique des corps et les charges qui leur sont appliquées. Les corps déformables ici sont de type ressort. Au XIXe siècle, Thomas Young conclut une série de travaux sur la relation entre la déformation de la matière et les contraintes qu'elle subit. Ses prédécesseurs sont Leonhard Euler en 1727 et Giordano Riccati en 1782. L'acte central est cette expérience dénommée le test de traction. Une barre taillée dans un matériau donné, avec des dimensions précises, est étirée entre les deux plateaux d'une machine. Au fur et à mesure que la barre s'allonge, l'on mesure quelle force il a fallu pour l'étirer. Le graphe à droite rapporte cette mesure. Typiquement, le graphe a cette forme et se décompose en zones. Dans la première zone dite élastique, la barre étirée retrouverait sa taille initiale si on cessait de l'allonger. Le point A définit la résistance et l'élasticité du matériau que constitue la barre. Au-delà de cette résistance, la barre continue de supporter plus de charge jusqu'au point B où la rupture intervient. C'est la résistance de rupture de ce matériau. Plus aucune charge ne peut être supportée par la barre. Ce comportement est si propre à chaque matériau que ça n'est quasiment une caractéristique physico-chimique. Ces résistances sont souvent dénotées par la lettre grecque sigma, d'où vient le nom de la chaîne pour ceux qui se posaient la question. Les résistances sont des forces qui peuvent supporter la barre si elle avait une section d'air égale à 1. C'est dire que la force que peut supporter par exemple un câble est égale à la résistance du matériau fois l'aire de la section du câble. La compréhension du fonctionnement des matériaux à travers ces courbes est fondatrice des différents courants de philosophie de dimensionnement. De la structure présentée en introduction, considérons un des câbles. En s'étirant, ce câble participe au support du poids de la plateforme. Pour que le câble ne rompe pas, l'ingénieur Russell pose que la force admissible dans le câble doit être plus grande que le poids de la structure, soit que l'aire de la section du câble doit être au moins égale au quotient du poids par la résistance de rupture. Mais comme l'ingénieur Russell est prudent, il se dit qu'il peut être utile de prendre 2 fois cette aire minimale pour des questions de sécurité car la fabrication du câble a pu être défaillante. Cette façon de procéder s'appelle dimensionnement par la contrainte admissible. Sachant quelle était la contrainte admissible du matériau, l'ingénieur Russell a déterminé la section nécessaire du câble. Mais cette méthode a plusieurs défauts. Entre autres, elle tend à surdimensionner la section du câble, c'est-à-dire que le câble choisi est plus gros que ce qu'il ne faut réellement et la structure devient plus chère. Aussi, la prudence de l'ingénieur ne porte-t-elle que sur le matériau et pas sur le poids de l'ouvrage. De son côté, l'ingénieur Charles se dit que les câbles coûtent cher et va essayer d'en tirer profit au maximum, mais qu'il serait prudent de plutôt bien examiner les charges. Alors, il différencie le poids propre de la structure du poids des visiteurs. Il se dit que le poids de la structure est plus certain, mais que celui des visiteurs est moins stable. Il pourrait un jour y avoir une grande foule constituée de gens très lourds. Alors, il affecte différents facteurs de sécurité. Il peut ainsi estimer la section du câble à acheter. Cette méthode est appelée dimensionnement par la charge ultime.
C'est en estimant la charge ultime que Charles a déterminé le câble à acheter. Cette méthode réussit à obtenir des structures plus économiques que la précédente, mais ignore l'inquiétude de Russell sur la possible faille dans la fabrication du câble. Pour les réconcilier, intervient l'ingénieur Thaddée. Deux écoles de pensée sont exprimées jusqu'à présent. Russell qui pense que pour la charge possible, il faut une structure suffisamment large pour la supporter, quitte à utiliser un excès de matériaux. Et Charles qui pense qu'il faut profiter de toute la capacité des matériaux, quitte à être généreux ou pessimiste dans l'estimation des charges possibles. En outre, il y a une troisième école, celle de Thaddée, qui affecte des coefficients partiels à la fois aux charges et à la résistance. C'est le dimensionnement par les facteurs de charge et de résistance. Cette méthode comble les déficits des autres méthodes et permet de prendre en compte les variabilités statistiques respectives des composantes de charge et celles de la résistance. Avec cette méthode, Thaddée est capable de postuler ou de calculer la probabilité de défaillance de la structure. Pour les ingénieurs, trois des plus grandes philosophies de dimensionnement gouvernent leurs travaux. Au vu des imperfections des unes et des autres, de nouvelles philosophies émergent. La compréhension du fonctionnement des structures et ensuite des matériaux sont la fondation de toutes ces philosophies. La vidéo n'a fait qu'effleurer le sujet. Pour mieux le circonscrire, il est nécessaire d'avoir une idée sur les états limites et la fiabilité des structures. Ce sera l'objet de futures publications. Abonne-toi donc pour ne pas les manquer. Merci.